Il y en a tellement des objets. Il y en a tellement d'ailleurs qu'on en oublie. Et ça, c'est aussi très drôle quand on a, aujourd'hui j'ai 44 ans de métier, des milliers d'objets qui sont passés dans les mains et des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'objets qui sont passés sous les yeux. On ne peut plus se souvenir de tout. On l'oublie parfois. On a des bonnes surprises. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient mythe. Un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galeristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Borna Scognamiglio, je suis le PDG et fondateur de Vinteman & Co. Et ça, c'est Rosso Antico. Anthony Meyer, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, ce matin, je vais très bien. Je suis vraiment très content de vous recevoir sur Rosso Antico. Merci beaucoup. Ces prochains jours vont être bien chargés pour vous parce que vous êtes participant et exposant au salon Parcours des Mondes et la semaine suivante à Opus Ancient Arts. Je vous remercie d'avoir trouvé le temps pour nous accorder cette interview. Anthony, la première question que je vous pose, c'est de vous présenter pour notre public. Eh bien, je suis Anthony Meyer, je suis antiquaire et expert spécialisé en art océanien et en art haptique, basé à Paris avec une galerie qui est ouverte au public. Et puis, par la même occasion, je m'occupe aussi d'expertiser des objets dans des ventes aux enchères en France et à l'international. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous raconter un peu, en fait, au début de carrière, comment vous avez décidé de vous intéresser à l'art océanien? C'est une longue histoire, j'imagine, mais... Je crains que ce ne soit pas une décision. C'est un accident. Depuis tout petit, avec mes parents qui étaient de grands antiquaires et de grands collectionneurs, tant à Paris qu'à Los Angeles, je n'ai jamais voulu vraiment suivre dans les traces de mes parents. Je trouvais qu'ils faisaient ça très très bien et moi je voulais faire autre chose. Très bien aussi, mais effectivement, ne pas ni concurrencer ni subir l'ombre, si vous voulez, de gens absolument fantastiques, très connaisseurs, visionnaires aussi, qui ont construit leur monde de manière très indépendante et avec beaucoup de force de caractère. Je voulais autre chose. Je l'ai fait après des études très très courtes. J'ai quitté l'école à l'âge de 17 ans et je suis entré en armée en tant que militaire professionnel. Et j'en suis sorti 6 ans après, à la recherche d'un autre métier, mais restant toujours dans ce côté aventure, baroud et exploration du monde et de la nature humaine. Et ma mère, suite au décès de mon père, avait ouvert une petite échoppe, une toute petite boutique au Louvre des Antiquaires à Paris. Et elle m'a invité à revenir à la maison, évidemment, en attendant de trouver un boulot qui me convenait. Séjournant dans la galerie pendant quelques semaines, quelques mois, j'ai fini par commencer à rencontrer les clients, les anciens clients qui m'avaient connu tout petit à Los Angeles, voire un peu moins petit à Paris. Et c'était une vie et un contact qui était très intéressant, très agréable, enrichissant. Et puis au bout de 2-3 mois, ma mère est sortie pour boire un café. Enfin, ça devient une sorte de mythe de ma galerie. Et il y a un monsieur qui est rentré. On a bavardé, il m'a demandé le prix d'un objet. Je lui ai donné et il m'a dit « Est-ce que je peux espérer une réduction, un meilleur prix? Est-ce que si je l'achète ?» Et je savais que ça se faisait. Je dis « Oui, 10%. Je sais que ça se fait. » Alors, il m'a dit « Parfait ». Et je dis « Mais par contre, je ne sais pas combien ça fait par rapport au prix initial parce que je ne sais pas calculer 10%. » Quand j'étais militaire, j'étais dans une situation où on n'avait pas vraiment besoin de calculer 10%. On mettait un peu plus si c'était plus grand, on mettait un peu moins si c'était un peu moins grand. Il m'a donné
ses calculs. J'ai trouvé ça tout à fait... ça me semblait correct. Et j'ai dit oui. Il a acheté l'œuvre. Je me suis retrouvé donc avec un certain paquet d'argent que j'ai donné à ma mère avec beaucoup de fierté et beaucoup d'étonnement. Et je suis resté antiquaire, voilà. Je ne suis jamais reparti poursuivre mes fantasmes d'exploration, qui étaient à l'époque le monde des champs pétroliers en Arabie Saoudite, des endroits très reculés. Je suis resté dans ce monde d'antiquaire, qui est relativement complexe et difficile aussi, mais où il y a un peu moins de sable, bien que les horizons sont tout aussi grands et ouverts. Tout de suite, je me suis aperçu d'un intérêt personnel pour tout ce qui était l'art primitif, puisque mes parents s'occupaient aussi d'art primitif, mais à moindre échelle par rapport à des objets de la Renaissance ou de l'Asie du Sud-Est classique, voire les objets d'époque et le bassin méditerranéen. Tout petit, j'écoutais avec émerveillement les histoires de mon père qui avait été un grand baroudeur, explorateur, visiteur de l'Océanie et bien d'autres endroits dans le monde. Et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de, je dirais, instinctif, stomacal, émotionnel, tout à fait naturel dans mon intérêt pour cet art primitif, tribal, art premier, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui provient des cultures sources de l'Afrique, de l'Océanie, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Asie du Sud-Est, y compris l'Arctique. Petit à petit, je me suis aperçu aussi qu'à l'intérieur de cette appréciation pour cet art lointain, c'était l'Océanie qui me plaisait le plus. Donc j'ai vendu de l'art africain, j'ai acheté de l'art précolombien, je me suis occupé d'art arctique et Asie du Sud-Est, mais à chaque fois, je revenais une sorte d'amour niais pour cet art émergent du Pacifique. Et surtout, l'art émanant de ce qu'on appelle la Polynésie, qui sont ces multiples îles à l'ouest du Pacifique et qui englobent des endroits absolument fantastiques, extraordinaires, mythologiques comme Tahiti, la Nouvelle-Zélande, Hawaï, Fidji. Et évidemment, c'est un art assez épuré avec de très belles matières, des patines superbes, du bois de fer, de l'ivoire, de cachalot, quelquefois un peu de plumage, du tapa, qui est cette écorce d'arbre battu pour en faire une étoffe. Et puis, chemin faisant, j'ai fait des rencontres, notamment avec Karl Heinrich Müller, qui était un très grand collectionneur, un homme de la Renaissance, mais au XXe siècle. Chemin faisant avec lui, en tant que collectionneur ou en tant que marchand, il m'a ouvert l'œil à l'art moderne. Alors, mes parents, évidemment, avaient énormément d'art moderne, puisque mes parents étaient amis avec beaucoup d'artistes du XXe siècle, mais je n'avais pas absorbé cela de leur part. Je regardais, je voyais, mais je n'y voyais pas un intérêt. Et puis avec Karl Heinrich, par contre, il y a eu un déclic qui s'est fait et j'ai donc commencé à regarder des formes plus agressives, plus colorées, plus... Je me suis donc ouvert à l'art mélanésien et cette Mélanésie qui incorpore l'art des cultures sources de la Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, les îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie. C'est un art où il y avait une plus grande... Bon, c'est pas gentil de dire le mot sauvage, parce que ce n'est pas exactement ça, mais il y avait wild, comme on dit en anglais. Il y avait un aspect absolument extraordinaire, exorbité, extériorisant, plein de couleurs, plein de formes, des regards qui pour nous auraient pu être considérés comme grotesques, mais qui en fin de compte sont tout à fait la représentation humaine. Grâce à cette rencontre avec Karl Heinrich Müller, j'ai ouvert vers la Mélanésie et puis plus tard vers la Micronésie, qui sont des petites îles au nord-ouest du Pacifique, et évidemment à l'Australie. Et voilà, l'affaire était faite. Je suis devenu de moi-même étudiant dans cet art. J'ai banni toutes les sorties, toutes les relations, etc. pendant mes premières années. On me consacrait uniquement à l'étude de ces objets, de ces peuplades, de leurs coutumes, de leurs croyances, de leur manière de faire. Et à partir de 83-84, je me suis associé avec un collègue anglais, John Barnett, et je suis parti rue de Lille, dans le carré rive gauche, avec John Barnett, ouvrir une galerie consacrée à l'art primitif, mais spécialisée plutôt en art océanien, et John était spécialiste de l'art des régions de l'Himalaya, donc Inde, Népal, Tibet. Ça se mariait très bien, et puis nous avons tenu 2 ans ensemble. Nous nous sommes séparés très bons amis. Je m'étais aperçu que
le quart rive gauche n'était pas tout à fait pour moi. Voilà, c'était un endroit merveilleux. Hein, ce n'est pas là le problème. C'est simplement que pour l'art primitif, pour les arts premiers, eh bien, je ne m'en étais pas vraiment aperçu à l'époque. Maintenant, je le sais très bien. C'était le quartier de Saint-Germain-des-Prés, quartier des Beaux-Arts. Donc, nous avons fermé la galerie de Lille. Nous avons cherché un espace dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, Beaux-Arts. Et nous avons trouvé la galerie où je suis actuellement, d'où je parle, 17 rue des Beaux-Arts. On ne peut pas trouver mieux. Alors, nous sommes déjà dans la rue, je crois que nous sommes 5 ou 6 marchands d'art premiers. Et juste une chose intéressante que j'ai appris sur le tard, c'est qu'en fin de compte, le 17 rue des Beaux-Arts est dans l'immeuble du 13 rue Bonaparte, emménage en 1910 André Derain. Quelque part, le grand-père, si vous voulez, de l'appréciation de l'art premier, puisque c'est lui avec Picasso, Lamarck et Matisse qui vont, vers 1904-1906, se rencontrer autour de l'art primitif. Donc, je suis assis ici, juste sous l'ancien atelier d'André Derain. Excellent, waouh, c'est vraiment très inspirant et vous nous faites voyager tout en mentionnant ces contrées lointaines. J'ai une question par rapport donc à l'acquisition de ces objets. Donc vous êtes amené à voyager pas mal dans ces endroits-là ou c'est plutôt aujourd'hui une recherche d'objets qui sont déjà dans des collections et qui après circulent dans le marché de la manière la plus traditionnelle? Alors, nous sommes totalement dans un marché traditionnel. Connect sur le terrain, l'acquisition directe auprès des cultures sources s'est arrêtée pour bien des raisons, un petit peu partout dans le monde. À partir des années 80, ça s'étiole, si vous voulez, jusque dans les années 90 pour certains endroits. Il y a plein de raisons pourquoi on ne peut pas acheter aujourd'hui sur place. Il y a des raisons légales. Beaucoup de pays sources ont instauré des interdictions d'exportation d'objets anciens, avec raison d'ailleurs, il n'y a pas de discussion là-dessus. D'autres obligent à un passage de tout connect sur le terrain par le musée national ou du moins un service de vérification, de décider ce qui peut ou ne peut pas être exporté. De ce fait, je travaille principalement, je dirais même exclusivement aujourd'hui, avec des objets qui sont déjà sortis des cultures sources depuis très longtemps. Il y a aussi un autre problème dont il faut tenir compte, c'est une question de qualité. La qualité et l'ancienneté des œuvres qui m'intéressent fait que ce seraient des objets qui seraient interdits d'exportation. Très bien. Anthony, est-ce que je peux vous demander quels sont les 2 objets que vous avez acquis durant votre carrière et qui ont vraiment retenu votre mémoire, votre intérêt? 2, c'est presque pire que 1, mais c'est presque pire que 5 ou 10, parce qu'il faut vraiment choisir. C'est un exercice qui est très compliqué pour un antiquaire, qui est évidemment collectionneur, et nous approchons notre travail avec, quelque part, les mêmes critères que le collectionneur. Le commerce de l'art est exactement comme le commerce d'autres choses, à une exception près, c'est que nous travaillons avec des objets qui sont, entre guillemets, uniques. Donc, où nous ne pouvons pas avoir le même de manière régulière. Quand on trouve un masque de ce type-là, de cette qualité-là, de cette provenance-là, de ce prix-là, on ne va pas pouvoir refaire ça demain. J'ai des histoires drôles là-dessus où quelqu'un voulait, dans les années 80, acheter un tabouret africain que je vendais, tabouret Ashanti, et m'a aussitôt acheté le premier et m'a aussitôt demandé vous m'en trouverez un autre identique, bien entendu. J'étais un peu étonné, je lui dis écoutez, monsieur, je ne vois pas comment, puisque chaque tabouret est censé être fabriqué de manière très individuelle. Alors, on pourrait à la rigueur demander à un atelier, que ce soit en Europe ou en Afrique, de vous le copier. Non, j'en veux un ancien aussi. Et qu'est-ce que vous allez faire avec 2 tabourets identiques? Il m'a dit, je vais les percer en leur milieu, je vais mettre des supports et je vais mettre une plaque de l'air dessus, table basse. Ah, je dis là, non. C'est pour illustrer que, oui, il y a plein de tabourets dans le monde. Il y a plein de tabourets africains, il y a plein de tabourets en Inde, partout. Mais 2 tabourets identiques, c'est pas facile. En fin de compte, l'objet qui est le plus intéressant, qui est le plus valorisant, qui est le plus merveilleux, extraordinaire du moment, c'est le prochain. Donc, une fois qu'on a une sorte d'esprit de chasseur qui fonctionne dans le monde de l'art, dans le monde de la collection,
nous sommes toujours en chasse. Et une fois qu'on l'a, eh bien, beaucoup d'entre nous l'incorporent dans la collection ou l'incorporent dans le stock, on le met en évidence dans la galerie de présentation, mais l'esprit est ailleurs. L'esprit est déjà sur le suivant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon Uli, effectivement, qui était une figure extraordinaire, hermaphrodite de la Nouvelle-Irlande, que j'ai rencontré pour la première fois dans un catalogue de Henri et Hélène Kamer. À l'arrière de la boutique de mes parents, il y avait 2 piles de documents. Il y avait d'un côté tous les catalogues qui arrivaient de différentes expositions, etc. Et il y avait une pile de Playboy. Les 2 colonnes de 2 empilements montés de manière irrégulière. Et à côté de ça, il y avait aussi un empilement de tapis anciens. Après l'école, je m'installais sur cette pile de tapis, un peu en hauteur, et puis j'avais Playboy et j'avais les piles de catalogues d'exposition. Et dès que j'entendais quelqu'un qui arrivait, je posais le Playboy et je prenais le premier truc qui était sur le pile de catalogue. Et il s'avère, par le plus étrange des hasards, que c'était le catalogue Océanie de Henri Kamer et d'Hélène Kamer qui était toujours là. Et je l'ai feuilleté pas mal. Dedans, il y avait des objets qui m'ont frappé, qui m'ont intéressé, et que plus tard, dans ma vie de marchand, j'ai eu la chance d'avoir, mais pas de Uli. Et puis, un jour, quelqu'un m'a abordé en me lançant en l'air comme ça. « Oui, mais j'ai un Uli. » Et je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit « Non, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous dites. Je pense que vous avez un objet qui lui ressemble. Effectivement, c'est de la même région. Mais vous n'avez pas d'Uli. » Il m'a dit « Si, venez voir. » Je suis allé. Une fois que j'étais en face de l'objet, je lui ai dit « Mais c'est mon Uli. » Il m'a dit « Non, pas encore. » Enfin, l'acheter, monsieur. Il dit « Oui, d'accord. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est mon Uli. » Donc, il y a eu une discussion assez cocasse qui s'est installée. Et je suis effectivement devenu propriétaire de mon Uli, celui de le catalogue Kamer. Donc ça, c'est un objet qui m'est très proche, évidemment. Ça, c'est 2 objets qui restent, mais il y en a tellement des objets. Il y en a tellement d'ailleurs qu'on en oublie. Et ça, c'est aussi très drôle quand on a, aujourd'hui j'ai 44 ans de métier, des milliers d'objets qui sont passés dans les mains, et des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'objets qui sont passés sous les yeux, on ne peut plus se souvenir de tout. On l'oublie parfois. On a des bonnes surprises. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est tout d'abord l'exercice intellectuel qui fait qu'on apprend vraiment de manière continue dans le temps et qu'on est expert, pas à un moment T, mais on le devient, on se transforme en regardant des centaines, voire des milliers, dizaines de milliers d'objets qui passent sous nos yeux. Et j'aime beaucoup cette notion aussi de marchand d'art, mais aussi collectionneur. Après, bien sûr, avec un facteur de commercialisation peut-être plus ou moins fort, mais après, ça dépend. Je pense aussi de pourquoi vous vous levez le matin, et je pense que c'est d'autant plus intéressant d'être, comme vous le présentez finalement, quelqu'un qui est très attaché de manière intellectuelle et aussi physique, attaché à un objet. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites très vrai. Ça a à voir avec ce qu'on va aborder tout à l'heure, qui est la provenance, donc quand on parlera des objets orphelins. Mais il est vrai que le fait d'avoir une œuvre qui a appartenu à un tel, ou qui a été exposée à tel endroit, à telle époque, qui a circulé, qui a impressionné, qui a inspiré autrui, c'est rassurant déjà, parce que cette autre personne est une certaine facteur de gage de qualité, pas forcément d'authenticité, puisque tout le monde peut se tromper, ou acheter, acquérir une œuvre pour une raison qui n'a rien à voir avec l'authenticité, mais le fait qu'un objet a appartenu à Paul Guillaume, ou Oldman, ou Helena Rubinstein, eh bien, ça permet, ou du moins ça donne une certaine rassurance. Ça conforte l'acquéreur, le détenteur actuel de l'œuvre, dans son choix. Et ça, c'est très important. Effectivement, je suis quelqu'un de très enthousiaste, et je transmets un maximum, j'essaie de connaître, de sonder l'objet, de retrouver son historique, comprendre sa façon de fonctionner dans sa culture source, voir chez moi qu'est-ce qui est le lien, qu'est-ce que ça connecte entre les choses. Une chose que je dois tout de même préciser, c'est qu'on parlait de marchands et collectionneurs. Alors c'est vrai que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, collectionneurs. Alors ça, c'est un parti pris personnel très important. Et
qui guide mon travail depuis le début. Un marchand qui collectionne ce qu'il vend, a priori, je ne dis pas que c'est le cas absolument, mais a priori sera soupçonné de garder ce qu'il y a de mieux pour lui et de vendre éventuellement ce qui serait légèrement moins bien. Toujours très bien, mais légèrement moins bien. Donc, dans mon travail, je collectionne à côté. Je ne collectionne pas dans le domaine de l'art océanien. Voilà la situation illustrée, comment fonctionne un peu l'antiquaire collectionneur. D'accord, hyper intéressant. Ce que je trouve intéressant, et je vais vous poser comme question, est-ce que vous voyez une différence dans le mécanisme d'acquisition d'un objet comme les vôtres, de ces époques, de ces domaines, de ces cultures, et un objet d'art contemporain ou ultra contemporain, dans lequel il y a d'autres facteurs rationnels ou irrationnels, financiers ou pas financiers, spéculatifs ou pas? Alors, il y a plusieurs aspects qu'il faut regarder. Le premier aspect que je vais aborder, c'est l'art contemporain et la manière dont c'est acquis aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec, pas totalement d'accord, avec mes confrères, puisque je m'intéresse à l'art contemporain aussi. C'est un aspect, un autre aspect du monde de l'art, et il ne faut pas se limiter. Donc, je garde l'esprit et l'œil ouverts, et mes murs aussi ouverts. Très important. Donc, l'art contemporain, c'est vrai que le marché actuel de l'art contemporain, à un certain niveau, est devenu extraordinairement spéculatif, avec des collectionneurs qui ont ouvert leur éventail d'achat à une certaine liste d'artistes qui changent d'année en année, puisque c'est le parfum du jour qui est important, et qu'aujourd'hui, quand je regarde d'ailleurs cette liste, je connais de moins en moins de gens qui sont sur cette liste. Je connais personnellement un certain nombre d'artistes et je connais le nom et l'œuvre d'un grand nombre d'artistes, mais peut-être je vieillis, c'est possible. Peut-être en vieillissant, il y a une certaine sclérosité ou un certain classicisme qui s'installe, mais je suis de moins en moins étonné, agréablement surpris par ce que je vois dans la création contemporaine actuelle. Mais pour revenir à la notion de collection dans le monde contemporain par rapport à l'antique ou à l'art primitif, je ne suis pas d'accord que que les collectionneurs ne s'intéressent pas à la construction de quelque chose de solide et de pérenne. La plupart des collectionneurs que je connais, que ce soit les plus gros comme les plus petits, finissent par avoir une idée derrière la tête. Même si cette idée est évolutive, si c'est quelque chose auquel ils n'y avaient pas pensé au début, ils finissent par s'apercevoir qu'il y a un ensemble qui s'est créé et que cet ensemble commence à être reconnaissable, je ne dirais pas analysé ou analytique, mais on peut quand même reconnaître qu'il y a une certaine direction à la collection, un certain regard, et que ce regard est typé par rapport à la personne, par rapport à quelqu'un d'autre. Et on peut voir la collection, je prends un exemple, il est très connu, Antoine de Galbert, qui a mis en place la merveilleuse fondation de la Maison Rouge. Quand on voit la collection d'Antoine de Galbert, et quand on voit un jour une œuvre sur le marché, on peut se dire, tiens, ça c'est une œuvre dans l'esprit de ce que pourrait collectionner Antoine de Galbert. Il faut de tout pour faire un monde de collection. Et donc, le côté spéculatif, oui, ça existe, mais c'est une frange qui ne représente pas vraiment le marché de l'art contemporain de fond. Les gens achètent pour le plaisir, l'intérêt, l'émotion, mais ils achètent pour des raisons qui leur sont personnelles. Dans le monde de l'art premier et primitif, jusqu'à récemment, le marché est toujours constitué de cette même vérité de collectionnisme qui traverse ce monde depuis le début. Il y a de l'accumulation, il y a de la recherche de qualité, il y a de la recherche de provenance, il y a une construction qui se fait, il y en a qui ne collectionnent qu'une seule ethnie, voire qu'un seul type d'objet d'une seule ethnie, voire l'œuvre d'un seul artiste de cette ethnie quand cet artiste est reconnaissable ou du moins identifiable. L'autre collectionne de tout et de rien, la chose qui, on ne regarde pas la forme spécialement ou la provenance ou quelque chose, on regarde simplement le plaisir, l'envie, le désir, la nécessité d'avoir l'objet. Il y a beaucoup de collectionneurs qui fonctionnent dans cette notion de nécessité. On le disait justement par rapport...
La question que je voulais vous poser concernait les tendances actuelles du marché. Donc, vous parlez donc, des prix qui n'ont jamais été si élevés. Vous pouvez témoigner d'un marché qui tient bien la route et qui se développe. Le marché se développe de manière régulière depuis toujours. Il faut repartir juste dans l'histoire pour comprendre ce qui se passe depuis une petite dizaine d'années. Le XXe siècle et jusqu'en 2015 a été le siècle d'or de l'art primitif. Nous avons vu l'arrivée des premiers objets à la fin du 19e, début du 20e, les premiers achats de par les artistes, qu'on mentionnait tout à l'heure, les premiers marchands qui se sont installés, les premiers collectionneurs, les premiers musées. Il ne faut pas oublier British Museum, Musée de l'Homme, Musée des Arts d'Océanie en France. Il y a des collectionneurs, il y a des colonies, il y a des gens qui ramènent des choses. Et il y a donc un véritable marché qui s'installe à partir de la fin du 19e siècle. Et ces échanges vont rester plus ou moins stables jusque dans les années 50, 60, 70. L'art primitif, d'un seul coup, est découvert par les Américains. À partir de ce moment-là, notamment par les artistes américains et leurs galeristes et leurs collectionneurs. Et à partir de ce moment-là, il y a un début d'excitation mondiale qui démarre. Donc, il y a de plus en plus de marchands. Les marchands sont de plus en plus érudits, ont accès à des objets de plus en plus importants, intéressants. Il y a les artistes qui distribuent leur intérêt pour cet art qui leur ouvre de nouvelles perspectives, un peu comme ce qui s'est passé avec le cubisme ou l'expressionnisme allemand au début du siècle. Le grand changement, c'est l'annonce très publique, si je puis dire, par Jacques Chirac. Il annonce donc son intérêt pour cet art, mais son intérêt personnel. Et à partir de ce moment-là, énormément de gens qui n'avaient pas encore eu soit la possibilité, soit l'intérêt, soit le choc émotionnel, etc., de rentrer dans le marché de l'art primitif. Et tous ces gens se sont engouffrés là-dedans pour aller voir. Et beaucoup ont mordu un hameçon et donc sont devenus des vrais collectionneurs. Et donc, on peut dire que les années 2000 ont été l'éclosion complète du marché. Et à partir de ce moment-là, on a vu arriver en vente aux enchères, ou bien spécifier qu'il y a le marché des marchands, des galeries, des collectionneurs, des courtiers, tout ce qui construit ce marché en galerie. Et puis, il y a le marché des ventes aux enchères. Alors, les deux sont intimement liés, ça va de soi, mais il y a quand même deux manières de voir différentes. Et deux résultats très différents. Et on ne peut parler en prix que des résultats de marché de l'art primitif en vente aux enchères, puisque eux publient leurs prix et nous, le secteur privé, entre guillemets, ne publie pas ses prix. Au regard des prix publiés par les maisons de vente, on s'aperçoit que depuis 2000, il y a une très forte accélération, très forte montée des prix, et on arrive aux premiers objets millionnaires. L'arrivée de l'euro coïncide avec cette augmentation très sérieuse des prix en vente publique, cet engouement, cet intérêt à acquérir presque quel que soit le prix. Et de ce fait, tout le travail de ce siècle d'or que nous avons passé a servi à faire monter les prix dans les années 2000 pour arriver à mettre le marché de l'art primitif au même niveau que le marché de l'art ancien, le marché de l'art antique, le marché de l'art contemporain, le marché du mobilier 18e, etc. Il y a un vrai intérêt. Maintenant, il y a une dichotomie entre le marché de la vente aux enchères et le marché dans les galeries. Là, effectivement, il est beaucoup plus difficile, quelle que soit la valeur intrinsèque de l'œuvre, d'obtenir ce genre-là de prix. Il y a un vaste échantillon qui est disponible pour le public en fonction de leurs besoins, de leurs envies et de leurs possibilités. Tout à fait. Écoutez, Anthony, c'est hyper intéressant et merci pour votre transparence et votre franchise. C'est un moment pour moi très précieux. Je sens toute la connaissance et l'expérience et donc, ça fait vraiment plaisir et je pense aussi pour nos auditeurs, ça va être de même. Je vois que le temps passe. Donc, Anthony, on va aborder le dernier sujet de notre interview, mais qui n'est pas des moindres, qui se connecte à tout ce qu'on a déjà pu lire jusqu'à maintenant, qui est le sujet des provenances et donc celui de la thématique des objets dits, entre guillemets, orphelins. Est-ce que vous pourriez nous résumer vraiment en quelques mots
de quoi il s'agit. Et après, on va pouvoir développer le sujet autour des enjeux du marché actuel. Résumer la situation aujourd'hui, je dirais que c'est très compliqué. Nous nous battons tous dans le métier, que ce soit les commissaires-priseurs du monde entier d'ailleurs, ou les marchands, chacun à son niveau, chacun avec ses moyens, et chacun à l'intérieur de sa chambre, son syndicat, son guilde, etc. Nous nous fédérons aussi, beaucoup entre nous. C'est une énorme chance que nous avons de mener ce combat, car ça nous permet, ou ça devrait nous permettre de mieux travailler ensemble, de mieux se comprendre, de devenir plus cohésif et cohérent dans notre manière d'approcher le marché et de gérer le marché, et surtout d'affronter les nouvelles manières de nous regarder que met en place les différentes agences de contrôle, que ce soit au niveau de l'Union européenne, des États membres, des États-Unis, de l'Angleterre, de la Suisse. Il y a des problèmes de l'hydre de la restitution, je dis hydre parce que la restitution vient avec beaucoup de têtes provenant de beaucoup d'endroits. Ce n'est pas un problème lié qu'à l'Afrique ou qu'à un seul pays ou qu'une seule ethnie. Et de ce fait, ce moment est crucial. De quoi s'agit-il? La restitution, d'ailleurs, est un mot que je n'aime pas du tout. Là, je l'utilise par facilité, mais la restitution, si on regarde la notion, l'étymologie exacte, c'est lié à des situations de violence et d'arbitraire, d'inégalité, tandis que en réalité, tous les objets qui circulent dans le monde, 98%, allez, 2% peut-être, c'est un peu à la louche, mes calculs, mais proviennent de transactions qui sont honnêtes à l'origine, d'une manière ou d'une autre, morale et légale, au temps de l'époque où ça s'est fait. Aujourd'hui, nous avons d'autres visions, d'autres manières de regarder la situation, mais force est de constater une chose très importante, on ne peut pas réécrire l'histoire. Ça se fait. On le fait même en ce moment. Et d'ailleurs, un des problèmes peut-être de l'intelligence artificielle sera la réécriture de l'histoire. C'est possible. Et malheureusement, beaucoup de gens en ce moment cherchent justement à réécrire l'histoire. On peut par contre s'évertuer à ce que ce qui s'est passé dans le temps ne se reproduise pas. On peut collaborer, on peut faire des efforts pour améliorer la situation actuelle et la situation de l'avenir. Mais on ne peut pas retourner en arrière. Il faut aller de l'avant. De ce fait, le mot restitution me reste en travers de la gorge et je préfère la collaboration, partage, l'aide, tous ces termes qui font que nous avons la notion de travailler ensemble, de partager les choses, de montrer que le génie humain, c'est-à-dire l'art dans tous ses états, est le résultat du génie humain. L'art existe pour bien des raisons, mais il est universel. Il appartient à tout le monde. Cet art doit être montré, cet art doit être apprécié, étudié. J'ai l'impression que l'Europe, tel qu'il était à l'époque du XVe siècle, est le premier grand groupe mondial de l'histoire de l'être humain qui a collectionné l'art d'autrui, la réalisation artistique d'autres cultures pour essayer de mieux se comprendre soi-même. Et cette Europe a emmagasiné, est allée chercher, à étudier, etc., des informations, des œuvres d'art, des gens, etc., parfois avec des méthodes qui sont malheureuses. Je suis tout à fait conscient de cela. Mais à la base, l'idée était de mieux se comprendre à travers la compréhension de l'autre. Et un des effets secondaires de ça est que beaucoup de cultures aujourd'hui, dans le monde entier, peuvent bénéficier aujourd'hui des informations qui ont été collectées en Europe. Ces cultures peuvent aujourd'hui les récupérer, les utiliser, les incorporer et regarder leur passé avec un autre regard. Chose que dans beaucoup de cultures, il n'y aurait pas eu de passé. Vous prenez l'exemple de la tradition orale. La tradition orale n'a pas de passé. La tradition orale, c'est ce qui est dit
ce dont on se souvient, ce qui a été dit par Bayeul, on le dit aujourd'hui, on le transmet à la génération future. La génération future va peut-être modifier ce que Bayeul a dit, etc., etc. La tradition orale est une communication mouvante, tandis que la tradition écrite, jusqu'à un certain point, est relativement bien figée. Donc, à ce niveau-là, la collection des œuvres d'art est bénéfique aujourd'hui pour les cultures sources dans l'avenir qui n'avaient pas accès à ce passé. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, les objets orphelins, c'est un problème qui n'en était pas un. Il le devient de par la tentative des agences de contrôle et de management et de gestion, que sont les gouvernements, de contrôler un marché, qui est le marché de l'art, qu'ils estiment être plus ou moins le dernier marché non régulé du monde économique. L'administration a beaucoup de difficultés à identifier un masque par rapport à un autre. Alors, vous avez deux masques d'une même ethnie, deux masques de sarcophage égyptien, deux masques de culture baoulée africaine, deux masques Mey de la Nouvelle-Guinée, deux masques Hopi de l'Amérique du Nord. L'un va valoir très cher et l'autre va valoir très peu cher. Et pourtant, ils sont visuellement très proches de l'identique. Et l'administration n'arrive pas à faire la différence. Ce n'est pas comme deux montres, deux voitures, deux fusils d'assaut qui ont des nomenclatures et qu'on peut très facilement comprendre lequel est lequel. On peut les identifier. Une voiture a sa plaque d'immatriculation, elle a son numéro de série sur le moteur, etc. Donc, ça ne pose pas de problème. C'est codifié. Mais le marché de l'art, jusqu'à présent, est relativement pas codifié. Et donc, j'ai l'impression que les agences de gestion de gouvernance et de contrôle veulent contrôler ça. Donc, l'objet orphelin pose le problème d'où il sort. Est-ce qu'il sort d'un marché traditionnel où il a circulé sur le marché mondial de l'art depuis 10 ans, 50 ans, 100 ans ou 1000 ans, sans que personne s'est soucié de quoi que ce soit et que, bon, il passe de collection à marchand, à aux enchères, etc. Et son sol historique est plus ou moins relaté de par sa provenance, qui est plus ou moins bien établi. Il a été dans la collection du duc d'Artempion au XVIIIe. Ensuite, il a fini pris par les troupes napoléoniennes pour ramener ici. Ensuite, il arrive dans la collection de tel notable de Flandre pour finir dans un château en Espagne et arriver sur le marché parisien en 1950 où il finit dans une très belle collection sur les Cité pour repartir exposé dans un musée de Lyon, et puis etc., etc. Là, on a une sorte de petit historique de l'objet. L'objet orphelin, lui, pourrait venir de cette source-là, si vous voulez, mais il peut aussi venir éventuellement d'une source illicite, c'est-à-dire un vol sur un champ de fouilles archéologiques en Égypte, en Libye, ou un site de fouilles clandestin au Liban, en Syrie, ou en Irak, et l'objet arrive sur le marché, il n'a pas de papier, il n'a pas d'historique, personne ne sait d'où il sort, et en achetant, effectivement, vous aider à financer ces creuseurs illicites. Alors, le marché essaye d'être extrêmement propre, le marché n'aime pas du tout les choses volées, donc cette direction que prend les agences de contrôle et de gouvernance vers le marquage, ou du moins la catégorisation des objets orphelins, est peut-être nécessaire, mais surtout, c'est très problématique. Tout à fait. Anthony, je vous pose la question de manière brute. Dans un an, à peu près, il faudra rentrer dans un système uniformisé européen, tout objet importé dans l'Union européenne dont il faudra démontrer qu'il est sorti licitement de son pays source. Mais si on ne peut pas prouver ça, l'objet devient invendable. Et donc, en fait, ça va tuer, je ne sais pas, je dis 50% du marché. C'est ça le grand problème. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Mais par contre, là où j'ai commencé à avoir une petite idée, c'est par rapport à quelque chose que j'ai dit l'autre jour lors de la présentation du Syndicat national des antiquaires, justement à propos de cette loi qui va être mise en application, je crois que c'est à partir d'avril 2025. J'ai essayé de communiquer avec les représentants de la presse qui étaient présents, quelle est la partie pratique, le problème pratique que va engendrer cette loi. Et j'ai donné l'exemple d'un objet océanien que je souhaite acheter à un marchand
ou un collectionneur à New York, et donc effectivement le faire importer en France pour pouvoir le présenter dans une exposition. Alors l'objet a plus de 18 000 euros et il a plus de 200 ans d'âge, d'accord? Donc c'est un objet du début du 18e, ça arrive, en Maroc-Océanien, on a des objets qui sont datés de cette époque-là, il n'y a pas de problème. Il y a des objets à plus de 18 000 euros, c'est pas un problème non plus. Et je vais être obligé de prédemander un certificat ou un document administrativement probant à la Nouvelle-Guinée pour leur demander comme quoi cet objet est sorti licitement du pays. Je ne vais pas payer mon achat à mon collègue américain tant que je n'ai pas reçu ce papier. Alors, ça c'est une chose. Ça bloque déjà le marché. Il n'y a pas de transfert d'argent. Je dis oui, je lui serre la main, je ne lui envoie pas l'argent. Je dois faire la demande, c'est pas lui, de demander le certificat d'un objet qui ne m'appartient pas. C'est déjà une chose. Deuxièmement, il y a un délai légal qui est inscrit, dont on est à peu près certain, je crois que c'est, on a, à partir du dépôt de la demande, on a 2 mois ou 3 mois de battement pour avoir ou ne pas avoir le certificat. La non-obtention du certificat fait que je ne pourrai pas importer l'objet, donc je vais dire à mon collègue, je suis désolé, mais je ne vais pas poursuivre avec l'achat. L'obtention du document. Prenons la partie positive de la situation et disons, OK, la Nouvelle-Guinée fournit le document. Je présente ce document à la douane française. Le douanier regarde le document. Le document est en langue étrangère, est un document peut-être typique de la région, mais très différent de manière administrative ou morphologique de ce qu'on a l'habitude de voir ici. Les informations dessus ne correspondent ou correspondent peut-être, mais que partiellement, à ce qui est nécessaire. La description de l'œuvre ne permet pas tout à fait d'identifier à 100%, etc. Et donc, l'évaluation de la probité de ce document va être faite par qui? Un agent de la douane. Et je leur offre tout mon respect et toute mon admiration pour le travail qu'ils font. Mais on se retrouve avec la possibilité qu'il y ait une décision arbitraire. Car ça va être une personne qui va prendre la décision par rapport à un document. Il n'y aura peut-être pas de comparaison, etc., etc. Donc, on entre là aussi dans une situation qui est dangereuse. Et le vrai danger, c'est le gel des importations et des achats, grosso modo dans le monde entier, par rapport à cela. Je vous donne un exemple. Un Torah, une Bible. Vous avez des Torahs donc d'Israël ou d'Europe centrale ou d'Afrique qui sont publiés avant le XVIIIe siècle. Vous avez des Bibles qui proviennent de l'Éthiopie, qui proviennent de Chypre, qui proviennent de beaucoup d'endroits dans le monde. Ces ouvrages-là, c'est des livres. Ils valent peut-être plus de 18 ou 20 000 euros. Ils vont être bloqués aussi. Il n'y a pas que l'art européen. Il y a aussi les icônes russes. Il y a aussi plein d'objets, des objets chinois, les objets japonais, les objets coréens, les objets d'Asie du Sud-Est, les objets d'Afrique, et même, une chose que semble-t-il auquel personne ne pense, les objets coloniaux de l'époque coloniale d'Amérique du Sud ou d'Afrique, ou d'Asie du Sud-Est. Donc, un mobilier tout à fait dans le style, exemple, Goa, du XVIIIe siècle, ou XVIIe siècle, va falloir reproduire un document. Donc, je ne parle pas simplement d'objets égyptiens, avec des cultures, voilà, avec de l'archéologie ou un objet africain ou un objet. Je parle de beaucoup de domaines dont personne semble se rendre compte que ça fait partie du marché de l'art et il y a un flux constant de ces objets et beaucoup de ces objets étaient en Europe tout à fait légalement au 16e, 17e, 18e, 19e siècle, 20e siècle et ont voyagé. Alors je prends l'exemple de mon masque de Nouvelle-Guinée que je n'ai pas pu acheter à New York. Mais le marchand new-yorkais, lui, il l'avait acheté en vente aux enchères à Paris, 10 ans auparavant, avec une facture. Alors peut-être, je ne sais pas, parce que je ne connais pas suffisamment bien la loi, peut-être cette facture-là sera suffisante pour permettre la réimportation, puisque l'objet a une traçabilité d'Europe vers l'extérieur, peut-être ça va servir pour revenir, mais j'en suis pas certain. Et donc, est-ce que, entre vous et vos confrères, est-ce que le mood, c'est un mood complètement négatif, pessimiste, ou vous pensez que via l'œuvre de la presse et via d'autres médias, vous pensez que ça va pouvoir aboutir à une réforme de la réglementation, Assouplissement. Alors, 2 choses. Cette loi a été construite, puis votée il y a un certain temps déjà. Et nous sommes
quelque part fautif, je l'admets. On l'a vu venir, on en a parlé, mais c'est pas qu'on l'a pas pris au sérieux, c'est qu'on avait d'autres chats à fouetter, comme on dit. Le marché était très préoccupé en Europe, notamment par d'autres lois qui étaient en cours d'élaboration et qui étaient d'un impact plus immédiat, notamment la TVA, absolument, mais aussi l'ivoire. Il ne faut pas oublier que nous avons mené un très grand combat pour préserver le marché de l'ivoire ancien. Il ne faut pas oublier aussi que l'Angleterre, avec le Brexit, se trouve dans une autre situation et l'Angleterre n'a pas à subir cette loi. Donc, ce qu'on ne peut pas importer en Europe, on peut importer en Angleterre. Intéressant. Ils sont juste à côté. Et une fois que c'est en Angleterre, on ne pourra toujours pas l'importer en France, puisque ce n'est pas d'Europe, et il faudra des papiers. Mais peut-être la proximité permettra de faire des choses. Là où je voudrais parler de notre travail, de ce coup de gueule tout à fait opportun du Syndicat national des antiquaires et d'autres associations de marchands, notamment en France, c'est que cette loi, elle est votée, elle est mise en place et elle va prendre effet. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire comprendre à ceux qui ont mis en place cette loi que nous la comprenons. On sait que ça part d'une bonne idée d'essayer de gérer tout ce problème de sortie illicite d'objets des pays sources. Mais quand on fait une loi blanket, quand on couvre tout, la couette, on jette la couette sur tout, il faut quand même lever un coin par-ci par-là pour mettre un peu d'air en dessous, parce que sinon on s'étouffe. Et de ce fait, on demande des exemptions pour certaines catégories de choses. Tout à fait comme avec la loi sur l'ivoire, nous avons obtenu l'exemption pour un certain type d'ivoire qui nous a permis de travailler. J'espère que notre coup de gueule va faire un petit appel d'air et que les sources gouvernementales, notamment au niveau de l'Europe, vont comprendre qu'il faut ouvrir quelques fenêtres dans cette loi pour permettre à certains aspects du marché de continuer à fonctionner. Sinon, on bloque tout. Et quand on bloque tout, on va tuer le marché de l'art en Europe, puisqu'il ne faut pas oublier que le marché de l'art non européen, on dit que l'art primitif, c'est un marché de niche, mais que l'Afrique ou l'Océanie, c'est encore plus petit, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on touche à l'art asiatique, on touche finalement à l'art presque du monde entier qui n'a rien à voir avec l'Europe. Donc, on touche à beaucoup, beaucoup de choses. Et on va freiner, voire arrêter totalement la transmission d'œuvres, donc la transmission d'informations, la transmission de culture, la possibilité de s'émerveiller, la possibilité de se gratifier, la possibilité de partager, d'être propriétaire, d'étudier. Le marché est un ensemble qui n'est pas uniquement commercial. Beaucoup de gens ont l'impression qu'en regardant de l'extérieur, l'antiquaire, le marchand de tableaux, achète à vil prix pour revendre très cher. Alors, oui, ça arrive. Mais habituellement, les marges sont relativement stables et relativement fixes. Surtout, les antiquaires, les marchands d'art, les galeristes sont d'incroyables passeurs de passion, d'information, d'émotion, de connaissances. Mais aussi, vous allez empêcher des centaines de milliers de gens de travailler. Vous allez tuer un marché qui emploie sur l'Europe entière des centaines de milliers de gens en direct et des millions en indirect. Donc, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les marchands et leurs employés, et les restaurateurs, les photographes, les transporteurs, les douaniers. Tiens, on parlait de la douane tout à l'heure. La douane vit en grande partie grâce au marché de l'art aussi. Alors, juste une dernière chose pour les objets orphelins. Je vous montre ce livre, qui est les actes du colloque organisé par Isabelle Tassignon, Marc-André Reynolds et Marina Schneider. Quel avenir pour les œuvres orphelines? Les actes du colloque de Genève, 4-5 février 2021, à l'Université de Genève, Centre du droit de l'art. Alors, ce colloque a été fait sur 2 jours. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'intervenants. À l'initiative d'Isabelle Tassignon, qui est la conservatrice de la partie archéologique et ethnologique de la Fondation Gandur pour l'art. Alors, le colloque a invité effectivement des gens de l'administration, mais aussi des académiques, des chercheurs, des journalistes, des collectionneurs
Et, pour une fois, et là, il faut louer leur perspicacité et leur ouverture d'esprit, ils ont invité aussi des marchands. La voix des marchands qui sont les parties prenantes principaux de ce marché, enfin de cette situation, n'est jamais écoutée. Il est vaguement entendu, mais il n'est jamais écouté. Et il n'est jamais pris en compte. Alors, ça fait des années que ces poumons ont essayé de le faire entendre. Récemment, il y a un réveil, en grande partie grâce justement à l'ouverture d'esprit de la Fondation Gandure et d'autres. Les marchands sont de nouveau, sont enfin invités à s'exprimer. Et l'autre jour, l'Union européenne a organisé ce qu'ils appellent un high-level event à Brafa, où nous étions invités en tant que diverses associations du marché européen et international, puisqu'il y a même les Américains qui étaient présents. Ils nous ont admis publiquement que les données à partir desquelles ils travaillent pour mettre en place ces directives, ces lois, etc., étaient erronées. Alors que nous le disons depuis 10 ans. UNESCO avait lancé une campagne publicitaire, le vrai prix de l'art, en utilisant les mauvaises photos d'objets qui n'étaient pas volés ni sourcés illicitement par le marché de l'art. Ils avaient utilisé des objets qui étaient dans des collections muséales et institutionnelles depuis jusqu'à un siècle, voire plus, en les faisant passer pour des objets récemment volés. Alors, il y a de la maldonne à tous les niveaux, et malheureusement, l'administration en fait aussi. Donc aujourd'hui, il y a un réveil, une prise de conscience, et peut-être, je dis bien peut-être, nous allons aller de l'avant de manière collaborative. Mais ce n'est pas encore joué. Écoutez, moi je trouve que le mot collaboration peut bien clôturer notre interview. Anthony Meyer, moi je vous remercie pour votre disponibilité, votre amabilité et vraiment je pense qu'on va tirer beaucoup d'enseignements de ce moment avec vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci à vous de me permettre de m'exprimer au nom de l'ensemble du marché tout de même, parce que en tant que membre du syndicat national des antiquaires et membre de Sinora et membre du SFEP, le syndicat français des experts, ce que je dis publiquement représente effectivement un point de vue personnel, tout à fait, mais basé sur les expériences et les commentaires et les manières de voir de mes collègues. Très bien. Eh ben, je vous remercie, Anthony, et je vous dis à la prochaine. Ok, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.